et ces genres d'entreprises aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Je m'appelle Paolo Di Cesare et je représente une société qui s'appelle Nativa en Italie, où nous essayons de devenir plus pérennes. Nous disons que nous sommes une société qui va prouver pas mal de choses dans l'avenir. Nativa est un B Corp en Italie. C'était la première entreprise en Europe qui était comme cela. Il y a pas mal de choses qui se sont passées au cours de ces 6 ou 7 dernières années. Aujourd'hui, nous avons également d'autres sociétés fantastiques, des gens fantastiques, des B Corp fantastiques. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir Benoît Doitier, qui est le PDG d'une société italienne qui s'appelle Herbatind, qui ne semble pas italien, mais qui est italienne quand même. Ensuite, nous avons également Blandine Stefani de chez Danone, directeur de B Corp. Donc, c'est un chouette titre, nouveau titre, directeur B Corp pour le niveau de l'entreprise. Et ensuite, nous avons Elisabeth Soubelet, et qui nous vient de Squeeze. Squeeze est un B Corp en France, mais qui est également connu au niveau européen et même au-delà de l'Europe. Aujourd'hui, nous allons avoir... L'organisation m'a demandé de faire une présentation de cette entreprise à mission. Alors, j'ai 10 ou 15 minutes de vous en parler et ensuite, nous allons passer la parole aux membres du panel et nous allons avoir des réels exemples, c'est-à-dire de ces entreprises à mission. Alors, je vais me lever. Si vous êtes d'accord avec cela. Voilà. Vraiment, le moment venu est super pour être un être humain. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de très fort qui arrive aujourd'hui. Et c'est ce que je ressens. Et je voudrais partager ce sentiment avec pas mal de personnes dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle j'utilise cette citation de Victor Hugo. C'est-à-dire, on résiste à l'invasion des armées, on ne résiste pas à l'invasion des idées. Donc, c'est ce que je voudrais vous dire au sujet d'aujourd'hui. C'est une idée que le moment est venu. Je vais commencer avec cette première contribution. Et on a été très heureux à la fin des années 90 si on était anglais, parce qu'à ce moment-là, le revenu moyen des sociétés développées était de 4 000 $ par tête d'habitant et la moyenne était de 40 ans. Donc, il y a pas mal de gens qui ne seraient pas dans cette pièce, en ce compris moi-même. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces derniers siècles? Il y a eu un progrès incroyable au cours de ces 220 dernières années. Et les pays européens sont ici. Alors, nous sommes à 31 000 $ par année et la vie va jusqu'à 80 ans. Alors, au cours de ces 200 dernières années, il y a eu pas mal de problèmes qui ont été résolus ou qui ont presque été résolus, de la pauvreté à l'éducation de base, à la démocratie, à la vaccination, mais nous l'avons fait avec certains coûts, malgré tout. Et un élément très important sur lequel je voudrais me focaliser, une chose que j'ai étudiée en Suède il y a quelques années avec des organisations des ASBL. Donc, un concept très important, c'est que nous vivons sur la Terre, on le sait, et c'est un système fermé et ouvert en même temps, c'est-à-dire le Soleil peut chauffer la surface de la Terre tous les jours comme il le fait et comme il l'a fait au cours de ces milliards d'années, mais c'est fermé, c'est-à-dire que aujourd'hui, la même chose se passe. Il y a des astéroïdes, bien entendu. Il y a des astéroïdes qui sont arrivés sur la Terre et il y a des satellites que nous avons lancés. Mais les mêmes choses arrivent. Alors, c'est quelque chose comme ça. C'est un système fermé. Et
On l'appelle comme ça parce que c'est comme un vaisseau spatial, en fait. Alors, nous vivons dans un système fermé et ouvert en même temps. Mais qu'est-ce qui se passe sur ce vaisseau spatial? Tout d'abord, regardons la croissance. Ça a pris 4 milliards d'années pour arriver au premier milliard d'habitants. C'était aux années en 1804 environ. Ensuite, ça a pris 123 années pour avoir le deuxième milliard. Ensuite, 33 années pour 3 milliards. Et vous voyez, 74, 87. Et maintenant, nous sommes 7,5 milliards d'habitants. Et moi, je suis né dans les années 70 et vous pouvez voir que lorsque je suis né, la population était la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui. Et mon père est né en 32 et à ce moment-là, la population était vraiment moindre que ce qu'elle est aujourd'hui. Nous avons fait pas mal de choses pendant cette période de temps. Regardez, si vous considérez tout ce qui a été produit par l'être humain au cours de ces dernières années, divisé par 100 années, donc vous voyez tout ce qui a été produit. Et ce qui est encore le plus important, si vous regardez les 10 premières années de ce siècle, nous avons produit 25% de tout. Donc, imaginez cette répartition de quantité à la fin de ce siècle. Pas mal de choses sera fait. Il y a pas mal de choses. Et si vous volez jusqu'à l'océan Pacifique, au milieu de l'océan Pacifique, où la côte la plus proche, c'est la Californie, 4000 kilomètres, alors à ce moment-là, nous pouvons voir quelque chose comme ceci. Voilà, c'est un système fermé. Alors, c'est un système fermé autour de nous, mais également dans notre corps. Ce sont les toxines qui sont découvertes dans le lait maternel d'un être humain et cette toxine ne devrait pas être là. Et nous devrions également regarder la température. Alors, c'est la queue de barre de la température pour les 150 dernières années. Et vous voyez que quelque chose se passe. Ça se passe à une vitesse incroyable, avec une accélération tout à fait incroyable. Ça, c'est la température moyenne mesurée dans chaque pays du monde. Et les bulles rouges signifient que ces fameux 2 degrés que la COP 21, lors de la conférence de Paris en 2015, l'humanité a dit qu'on ne devait pas aller au-delà de ces 2 degrés, ce seuil de 2 degrés en tant que température moyenne. Mais vous voyez que dans pas mal de pays, et particulièrement en Chine, non, dans différents pays, nous avons déjà atteint cette limite, c'est-à-dire ce seuil de 2 %. Mais dans la perspective sociale également, il y a quelques années, cela prenait 400 millionnaires pour équilibrer la moitié de la population. Et maintenant, comme vous pouvez voir, 8 personnes ont exactement la même chose que la moitié de la population pauvre. Et en fait, les projections ne sont pas tellement fortes et les derniers calculs ont donné ces chiffres absolument incroyables. Et tout se fait avec une accélération exponentielle et c'est assez clair avec la technologie. Voilà, ça c'est une image que nous avons prise à Rome. Moi, je vis à Rome et ça c'est la ville de Vatican au moment de l'élection du pape. C'était en 2005 et vous pouvez voir ici
Et il y a quelques années après, avec l'élection PAB, vous avez la même image dans la même perspective en 2013. Donc, vous voyez l'accélération que nous vivons grâce à la technologie, mais pas seulement à cause de la technologie, parce que de nombreuses activités suivent une courbe exponentielle et ça arrive en même temps. Et par conséquent, même les impacts de ces tendances sont exponentiels également. Alors, j'ai étudié l'ingénieur et les courbes exponentielles. Moi, je ne connaissais pas ce terme, je ne comprenais pas bien. Alors, je vais faire un petit jeu avec vous. Imaginez que vous avez une feuille de papier et que vous la pliez comme ça. Voilà. Et ça, vous allez avoir le double. Si vous, et si je la plie 42 fois, qu'est-ce qui va arriver en ce qui concerne l'épaisseur de ce papier? Alors, une réponse? 42? 42 fois 42. C'est la distance moyenne entre la Terre et la Lune. Donc, ça, c'est exponentiel. Et ce qui est incroyable, en fait, c'est que si vous le pliez 42 fois, on est au milieu de la distance. Donc, chaque fois que vous voyez une tendance avec une allure exponentielle, pensez à cela. Et c'est ce qui se passe dans un système clos. Alors, vraiment, c'est la signification de ce qui se passe aujourd'hui, une tendance exponentielle dans un système clos. Et c'est la raison pour laquelle nous traitons des plastiques, de nombreux problèmes qui existaient avant, mais on ne le pouvait pas voir parce que la courbe n'était pas encore exponentielle. Alors, qu'en est-il des entreprises? Quel est le rôle des entreprises dans tout cela? Ça, c'est la question qui se pose parce que l'entreprise était une technologie que nous avons inventée et qui a permis ces progrès pour l'humanité. Mais quel est le rôle aujourd'hui des entreprises? Alors, je voudrais vous parler de l'expérience que j'ai eue il y a un an. J'ai été invité par cette société en Europe. C'est le centre de la société. 2 tours, hein, et j'ai été invité pour parler avec le PDG en ce qui concerne les B Corp. Et à la fin de la conversation, lui disait, moi, je voulais être à l'avant de ce changement. Alors, nous allons parler au directeur de la responsabilité civile. Alors, on est sorti de son bureau, on a pris l'ascenseur jusqu'à le niveau le plus bas. Ça, vous voyez, si vous avez un rôle important, vous êtes au-dessus vous avez un bureau au-dessus de la tour. Et alors, ensuite, on s'est promené là, on est allé dans la 2e tour et on est allé au 7e étage pour le RSE. Mais si vous regardez cette image, les 2 bureaux ne peuvent pas être plus loin que ce qu'ils ne sont maintenant. Alors, d'un côté, vous avez la personne qui est responsable pour l'impact de l'entreprise et d'autre part, le plus loin possible, vous avez la personne qui est responsable pour l'impact social et environnemental. Ils ne peuvent même pas se parler l'un à l'autre. Voilà, ça c'est un modèle typique de 99% des entreprises aujourd'hui. Alors, le modèle des 2 tours. Si vous voulez avoir un futur sympathique, donc voilà, lorsqu'on aura une société décarbonisée, ce serait comme ça. Quel est le rôle de la société? Est-ce que ce sera un modèle avec 2 tours? Mais heureusement, quelque chose arrive pour ce problème-là. Et vous savez que les organisations des humains sont divisées en 2 parties. Vous avez les sociétés avec profit, c'est-à-dire ils essayent de maximaliser les valeurs pour les actionnaires, et vous avez les sociétés qui veulent avoir un impact positif sur la société et sur l'environnement, d'autre part. Mais il y a une 3e catégorie qui a été inventée il y a quelques années, en commençant par les États-Unis. Ce sont les Benefit Corporation. Ils ont un double objectif. Et ça, c'est l'élément le plus important. Le profit, certes, le bénéfice, mais en même temps, non seulement à Noël, mais en même temps, avoir un impact positif sur la société et sur l'environnement. Et pour le construire, ils ont compris qu'ils devaient faire 2 choses. Tout d'abord, on devait inventer
On devait inventer un système de mesure robuste de l'impact pour que la société comprenne le rôle qu'ils avaient à jouer et pour s'améliorer. Et deuxièmement, ils doivent également inventer un statut juridique pour reconnaître cette société et que cette société soit différente des autres sociétés. Alors, pour la première chose, l'évaluation, on a inventé cet outil absolument superbe qui s'appelle B-Impact Assessment Score, qui sont utilisés par pas mal de sociétés. Ils font deux choses. D'abord, ils donnent des points entre 0 et 200. Et ils font une différence entre les sociétés, celles qui créent des valeurs non seulement dans une perspective économique, mais également socialement et environnementalement. Et deuxièmement, la destruction de valeurs. Et ils ne rendent pas ce qu'ils ont utilisé. Et 80, c'est le seuil. Et si vous avez 80, et si vous faites l'évaluation de votre société, vous avez ce certificat. Ce sont des B Corp qu'on les appelle. Mais et ça, c'est quelque chose de nouveau pour un PDG, pour un directeur de société, c'est le profil de l'impact. Alors, une société comme Patagonia aujourd'hui, vous pouvez voir où se trouve son impact et vers quoi se diriger. Et parce qu'on peut le voir, on peut également concevoir les améliorations possibles ou l'utiliser en tant qu'outil stratégique pour obtenir l'impact qu'ils souhaitent obtenir. Et c'est ici Patagonia, ici c'est Carly, une société italienne. Vous voyez que c'est différent, mais tout va bien parce que vous pouvez avoir un objectif stratégique. Maintenant, je peux avoir une idée de l'impact que je peux avoir. Alors, je vous ai dit que 70 000 sociétés utilisent cela. Et seuls 2655 ont surmonté ce seuil de 80. Ce sont les B Corp. Et il y a 3 exemples avec nous. En fait, il y a 4 exemples avec nous, si je ne me trompe pas. Alors, ce sont quelques-unes de ces B Corp. Vous reconnaissez ces logos probablement. Alessi, Danone, voilà, Patagonia, Mostella, Herbatine, enfin, vous voyez tous les logos qui se trouvent là. Et je vous disais que Nativa a été la première B Corp en Europe. Nous avons commencé en 2012 et maintenant nous en sommes à plus de 600 en Europe. Et l'Europe montre une allure assez importante. C'est une communauté qui a une croissance très rapide. Alors, il y a une autre nouvelle très, très importante. Vous connaissez les OMG des Nations Unies et donc ils ont fait une évaluation pour faciliter le travail des sociétés. Donc, il y a 17 objectifs. Et je voudrais vous rappeler que lorsque nous avons créé Nativa, nous avons utilisé une ASBL et nous avons pensé que nos activités ont été définies d'une manière négative, d'une manière non bénéfice. Donc, vous essayez tous les jours de faire quelque chose de magnifique, quelque chose dont vous avez rêvé, et il y a quelqu'un qui va vous dire que c'est non-profit, que c'est négatif. À ce moment-là, nous avons eu cet article et qui présenter ces entreprises. Et en fait, ça a été un moment magique pour ma vie et pour mes partenaires. Et c'est lorsque nous avons décidé de créer Nativa. Et nous avons créé Nativa. Et nous devions regarder les codes civils pour ce faire. En Italie comme en France, le code civil dit que l'objectif d'une société est de donner des dividendes aux actionnaires. C'est très, très facile. Donc, il donne un objectif à une entreprise, c'est-à-dire partager les dividendes avec les actionnaires. Aux États-Unis, c'est la même chose. Et donc, si vous regardez le Code civil, nous avons oublié les gens et la planète dans le Code civil. Et aujourd'hui, c'est le problème le plus effrayant auquel nous devons faire face. Nous devons changer cela. Et lorsque nous avons créé le statut de Nativa, nous avons décidé
de mettre dans l'objectif les gens et la planète. Notre objectif spécifique que nous voulions avoir pour la société, c'était les gens et la planète. Et la Chambre de commerce à Milan a rejeté cela 4 fois. 4 fois. Il a rejeté les statuts. On est retourné chez eux, on leur a parlé de ce qui se passait, mais ce n'était pas possible. Chaque fois, ils rejetaient nos statuts. Alors voilà, ça a été... nous avons eu un autre moment magique dans notre vie. Nous avons fait une campagne en Italie et je vais passer directement à la conclusion. En 15 mois, l'Italie est devenue le pays du monde, en dehors des États-Unis, d'avoir une loi qui reconnaissait ces B Corp. C'est appelé Società Benefit en Italie. Il y a quelques mois, la Colombie a rejoint le groupe des pays avec une législation particulière en ce qui concerne ces entreprises. Et maintenant, nous sommes 12 pays dans le monde qui travaillent sur le même objectif, c'est-à-dire avoir une législation qui nous reconnaissait. Et voilà. Nous voulons avoir une société à double objectif. Et je voudrais terminer ici avec une citation d'entrepreneur italien qui a dit Adriano Olivetti, vous le connaissez peut-être, et cet homme disait peut-être que l'entreprise a un objectif, peut-être que c'est simplement un profit, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus important, un destin, une vocation. Cette vocation pour une entreprise, c'est quelque chose de très profond, en fait. Et aujourd'hui, ce que vous pourriez faire lorsque vous créez ce type de société, vous pouvez mettre la vocation dans votre statut, vous pouvez protéger cette mission, et cela pour le reste de la vie de la société. Merci. Okay, so. Bon. J'espère que je vous ai donné des éléments pour vous permettre de discuter. Je suis ravie de présenter le premier orateur qui est Benoît Loquier. Benoît Doitier. Son nom n'a pas l'air italien du tout, mais bonjour tout le monde. Merci Paolo. Oui, je suis français, mais ça fait plus de 10 ans que je suis en Italie. En Italie, je suis le président d'une PME qui s'appelle Antica Herboristeria. Antica Herboristeria, on produit des cosmétiques. On est une petite société locale et mondiale aussi parce que on vend nos produits dans le monde entier. Donc, après cette belle présentation sur comment des sociétés petites et traditionnelles peuvent être en ligne avec ces belles idées et ce discours, on parle d'impact là. Donc l'idée, c'était que je ne vais pas vous présenter en long et en large la société, mais en fait, je vais vous montrer comment les petites sociétés peuvent avoir un impact et comment elles font partie de cette grande problématique que Paolo vous a explicité et comment ça s'intègre avec la philosophie B Corp. 40 ans de tradition, ça veut dire des racines bien enracinées dans le territoire. Donc, on est basé à Rome. Mais comme je vous le disais, on a une fenêtre ouverte sur le monde aussi. On produit et on parle bien sûr de nos produits, mais très vite on s'est rendu compte qu'on était fiers de nos produits, qu'on était fiers de ce qu'on faisait, mais il manquait quelque chose néanmoins dans notre mission. La façon dont on s'est exprimé avec nos partenaires. Donc, on vend beaucoup aux États-Unis, qui est notre marché numéro 1. Et il y a 6 ans, je suis revenue en Italie avec la découverte de ce mouvement B Corp qui m'a inspiré beaucoup.
j'ai été inspirée par les dirigeants des grandes sociétés qui ont été mentionnées, Patagonia. Et il y a beaucoup de belles sociétés qui sont très inspirantes. Je suis revenue donc en Italie avec ça et je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre entreprise? Comment on peut, nous aussi, faire partie de cette communauté, faire partie de ce jeu et aussi contribuer à être inspirant pour d'autres partenaires. Donc, nous étions la 10e ou 11e société qui a été certifiée. Donc, quelque part, on était parmi les pionniers de cette certification. On a suivi le processus de certification que Paolo vient de vous décrire. Puis, on s'est rendu compte que nous avions des points forts, des choses à développer encore. Et il y avait énormément à faire. Donc, c'est un outil très puissant pour découvrir ce qu'il y a encore à faire et pour développer notre capacité à nous améliorer, à faire mieux. Et on y est arrivé. Donc, on a réussi à décrocher les 80 points. Donc, c'était le minimum accepté pour être certifié. Mais on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on pouvait être aussi une source d'inspiration pour d'autres entreprises. Ça, grâce à Nativa et au travail de la société de Paolo, il y a une loi qui a été votée et notre société, notre entreprise a pu transformer ses statuts en incluant tout l'aspect social dans nos statuts. Je suis désolée, c'est en italien, mais on a complètement intégré dans nos statuts cette dimension sociétale. On a inclus là où on pensait qu'on pouvait avoir un impact sur nos communautés. On a beaucoup entendu parler d'impact local, mais aussi impact sur nos clients et toutes les parties prenantes. Donc, brièvement, qu'est-ce qu'on a inclus dans nos statuts? Au-delà de la déclaration qui est un petit peu générale, en tant que PME, on doit néanmoins faire partie du monde réel, donc et mesurer l'impact de notre activité quotidienne. Donc, on s'est rendu compte que même à notre niveau, on fait beaucoup d'expositions, donc on inclut non seulement comme la qualité de nos produits, la qualité de notre marketing, et comment nous parlons de notre société, mais on parle aussi, on inclut aussi nos valeurs. Et donc, on s'est rendu compte lors des expositions qu'il y a une norme. Vous avez un cadre vous devez être clair sur ce que vous dites et le cadre qui est donné est très efficace, très clair. Vous pouvez aller sur Internet tout simplement et vous allez voir le profil de ma société, l'évaluation qui en a été faite, et là où c'était bien, là où il nous reste des progrès à faire. Donc, c'est un outil qui est totalement transparent. Donc, pareil, pendant des expositions, des salons, ça a eu un impact non seulement sur la façon dont nous parlions de notre organisation, mais aussi qui nous pouvons entraîner avec nous sur notre chemin. Donc, on organise beaucoup d'événements dans nos stands. On parle de B Corp aussi. Donc, c'est très intéressant pour les petites sociétés d'avoir l'opportunité de rencontrer et de partager des objectifs en commun.
on n'est pas considéré simplement comme un fabricant de cosmétiques, mais on a la possibilité de travailler la main dans la main à l'atteinte d'objectifs communs avec ces personnes. Donc, on a signé ce concept de travailler à améliorer notre société, mais aussi les sociétés avec lesquelles nous dialoguons, nous travaillons. On signe un accord d'intention détaillant les objectifs que nous partageons et la direction que nous prenons. Le deuxième objectif est en lien avec la technologie. En tant que fabricant, pendant la certification, à un moment, nous n'avions pas suffisamment de place en termes de projets industriels. Donc, on a dû construire une autre usine. Donc, la conjonction des deux équipes nous a forcé à faire bouger les frontières. Donc, on a complètement réorganisé la société, on a construit une nouvelle usine et on s'est rendu compte que la certification en ce qui concerne l'environnement pour l'équipe qui faisait partie depuis le début de ce projet industriel n'était pas évidente. Donc, on a décidé d'acquérir la certification LEED. Donc, c'est quelque chose qui met en avant toutes les pratiques industrielles sur l'économie de l'eau, des énergies, l'utilisation du recyclage pendant la construction de l'usine. On a décidé de faire face à ce défi et donc d'avoir la certification non seulement du bureau, c'est quelque chose qui est utilisé généralement par des entreprises pour avoir la certification LEED. Vous prenez qu'une petite partie de votre activité et vous l'utilisez pour obtenir la certification d'une partie des bâtiments seulement. Donc, on s'est dit qu'en fait, on allait intégrer toute notre organisation, tous nos bâtiments pour obtenir cette certification. On voulait décrocher le platine ou l'or, mais en incluant toute la production, on a à faire face à tous les problèmes liés à la cosmétique. Juste pour ne mentionner que celui-là, par exemple, la consommation de l'eau, par exemple. Donc, dans ce forum, ça a l'air évident, mais avoir mené à bien tout un projet industriel n'est pas si évident que ça. Donc, la certification LEED dont je vous ai parlé, c'est quelque chose d'important, mais aussi il fallait qu'on emmène avec nous tous nos acteurs. Donc, le cadre était clair. Et c'est relativement facile pour nous d'emmener avec nous des PME qui ont déjà un sens de la responsabilité de ce qu'ils font, mais ils n'ont pas nécessairement le cadre nécessaire pour exprimer l'aspect durable de leur activité. Et sur ce thème de la pérennité des attitudes et des processus, on a travaillé avec ces PME pour leur évaluation en utilisant les valeurs qu'ils transmettaient avec eux, pas seulement ce qu'ils produisaient. Donc, on a inclus, il y a 200 sociétés qui sont certifiées et tout un réseau nous a suivis. Donc, il y a certains fournisseurs qui ont reconstruit leur bâtiment grâce à ce système. On a
amener aux États-Unis le B Corp. Donc, grâce à nous, petite entreprise italienne, ils se sont rendus compte qu'il y avait effectivement quelque chose à faire et ils ont commencé à se faire certifier eux-mêmes. Vous pouvez couvrir les 2 points suivants plus tard, mais bien sûr, c'est un avantage, mais la loi vous oblige à faire un rapport annuel là-dessus. Donc, vous avez intégré ça dans vos statuts, mais vous devez faire des activités. Vous faites vos activités et tous les ans, vous devez faire un rapport des progrès qui sont faits. En France, le rapport RSE est très connu et même les multinationales qui sont cotées en bourse doivent le faire. Donc, oui, d'abord, vous devez transformer vos statuts. Oui, on publie tous les ans, en même temps que nos comptes, ce rapport, détaillant les objectifs. Les 5 points sont extraits, en fait, de ce que nous publions depuis ces 2 dernières années. Nous détaillons notre objectif général, puis nous détaillons les actions plus précisément. Donc, en tant que PME, reconnue dans le monde entier, avec d'autres sociétés, vous êtes devenu un nom important, une grosse multinationale qui monte et vous montrez le chemin à suivre à d'autres multinationales pour adhérer à cette idée. Donc, Stéphanie, vous êtes Blandine Stéphanie, vous êtes de chez Danone. Vous allez me parler de votre organisation et pourquoi vous essayez d'encourager tout le monde à la certification B Corp. Merci, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Blandine Stéphanie et j'ai l'honneur de diriger cette initiative dans mon organisation. Peut-être que vous avez entendu dire du fait qu'il y a 3 ans, nous avons commencé à publier quelque chose à l'initiative de notre PDG. Et depuis lors, j'ai dirigé cette initiative. Et je voudrais vous expliquer pourquoi nous avons entrepris ce voyage, pourquoi ça amène de bénéfices pour notre société et où cela va nous mener. Alors, tout d'abord, comment cela s'insère dans notre héritage et d'où nous venons. Je voudrais vous dire ici que Danone est une multinationale, c'est une très grosse organisation, 100 000 employés, nous sommes dans plus de 120 pays. Mais la chose la plus importante à dire, et ce que je vais dire ce matin, c'est que vous ne devez pas être une petite société pour être une société qui a un objectif. Et si nous regardons nos 3 PDG au cours de 50 dernières années, nous avons eu un petit nombre de PDG qui dirigeaient la société et qui ont sauvé Danone, en fait. Nous sommes très heureux de pouvoir le dire. Alors, ici, dans les années 70, Antoine Ribault, qui est notre PDG et le fondateur de Danone, comme il est aujourd'hui, il a fait un discours fameux où il a dit que la responsabilité de la société ne s'arrête pas aux portes de l'usine. Et ça a été la création, la naissance de quelque chose qui est resté dans le DNA de Danone, Géoprojet. Et donc, nous voulons combiner les succès économiques et les progrès sociaux. Et lorsque j'ai rejoint la société en 99, le Géoprojet faisait partie de mon plan. Et aujourd'hui, le Géoprojet est toujours là. Et les 100 000 Danoneurs, comme on les appelle, ont des objectifs sociaux et environnementaux et par conséquent, c'est ancré dans cette mission de Danone. Alors après, Antoine Ribault et son projet, nous avons Franck Ribault qui a pris des décisions pour focaliser l'objectif de la société vers la santé, donc amener la santé à beaucoup de personnes grâce à la nourriture et c'était inséré dans ce Géoprojet. Et il y a
a quelques années, Emmanuel Faber est arrivé. Il est également engagé par rapport à cet héritage, mais il reconnaît également que les défis sont très importants. Et il a dit que le monde change à une allure incroyable et que Danone aujourd'hui n'est pas pareil que Danone que nous avions eu en 1972. Et les défis que nous devons avoir ont changé également. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle Emmanuel Faber a pensé que nous devions réinventer le géoprojet et de le faire en sorte que ce soit encore plus important pour nous aider à transformer l'organisation vers le Danone futur. Alors, ce qui a commencé comme un partenariat entre B-Lab et Danone au début de l'année 2016, c'est devenu une ambition globale pour devenir certifié B Corp. Ici, vous pouvez voir les 9 objectifs. Nous les partageons avec nos actionnaires et nous voulons devenir certifiés. Et comme on l'a déjà dit ce matin, c'est également un essai pour travailler avec B-Lab pour devenir certifié. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut devenir certifié? Il y a 3 raisons. Tout d'abord, comme je vous l'ai expliqué, nous pensons que nous devons nous transformer. Et nous pouvons être une grosse organisation, mais nous devons faire face à pas mal de défis et nous voulons améliorer, être sur ce chemin de l'améliorer. Et donc, nous voulons être un catalyseur pour soutenir cette transformation. Et lorsque nous avons nos subventions, il y a certaines qui sont au-dessus de 80 qu'on a mentionné, et c'est ce que nous voulons être. Et en fait, certains de notre filiale disent que lorsque ils obtiennent la certification, ils commencent leur voyage. Et c'est vraiment l'état d'esprit que B Corp pourrait améliorer. Et la deuxième chose importante à nos yeux, c'est de rejoindre un mouvement de société qui souhaitait construire un avenir autre. Et nous pensons qu'en tant qu'une grande organisation, nous avons une énorme responsabilité à jouer. Nous devons faire partie de ce mouvement. Et je pense que on m'a dit que lorsque notre PDG a rencontré quelqu'un, la première rencontre avec B-Lab, et il a dit quelque chose comme « Moi, j'ai trouvé ma tribu ». Et en fait, c'était une manière d'exprimer le fait que nous sommes une société, nous devons répondre aux défis, mais nous devons travailler avec d'autres. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il ne faut pas se sentir seul au cours de ce voyage. Ensuite, dernière chose, la transparence. Et il y a un besoin énorme pour les consommateurs et pour les employés, un besoin de transparence pour comprendre la marque qu'ils connaissent, pour comprendre la société dans laquelle ils travaillent. Les gens, en fait, si on ne leur donne pas cette transparence, ils veulent essayer de le trouver par eux-mêmes. Tout est disponible sur les médias sociaux et la transparence, c'est quelque chose qui doit être fait par des organisations et des grandes organisations. Et à nouveau, ceci fait partie de l'ADN de B Corp et c'est quelque chose que nous ressentons très fort. Oui, j'ai rencontré quelques B Corp dans ma vie et lorsque j'ai découvert le point commun entre ces organisations, c'est une énergie énorme qui est dans la société parce qu'ils ont un objectif, cette certification, ils commencent ce voyage et c'est à peu près semblable, c'est un élément semblable partout. Et il y a quelques filiales qui font cette évaluation, mais le résultat du processus était quelque chose de très important à l'interne. Et je pense que ce qui est vraiment très important, c'est que maintenant, nous avons 9 filiales qui sont certifiées, c'est-à-dire 30 de notre chiffre d'affaires. C'est pas mal, c'est significatif. Donc, ça nous aide. L'engagement de notre PDG nous aide également, mais il y a également autre chose
qui est encore plus important, c'est la manière dont les gens se réfèrent à cette ambition. Et lorsque j'ai rencontré une personne qui m'a dit « les conditions de B Corp me permettent de faire d'être une personne dans l'entreprise. » Et je pense que ceci est très, très important pour pas mal de nos employés. Ils sont les acteurs du changement et ils contribuent à quelque chose de plus grand que leur boulot actuel. Qu'en est-il? Vous venez de mentionner Danone en Amérique du Nord. L'Amérique du Nord est un pays où les États-Unis d'Amérique sont un pays où la législation pour ces sociétés est beaucoup plus importante. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire au sujet de Danone Amérique du Nord? Maintenant, il y a 3 ans, Danone a décidé d'acquérir Whiteridge, qui est une grande société basée sur les plants et bio. Et la fusion a été décidée et a été menée par Faber, notre PDG. Et donc, cette fusion allait être une société à profit. Alors, la nouvelle société a été intégrée à partir du premier jour en tant que B Corp. Et ça a été un signal très, très fort par rapport au marché, par rapport aux employés, par rapport à tous les actionnaires pour dire que cette société allait avoir un objectif en son cœur et dans ce nouveau projet. Et 1 an après cela, ça a commencé en tant que société publique et ensuite, ils ont obtenu la certification. Maintenant, ils ont cette... J'ai lu le statut de Danone North America et ce statut est un jeu pour moi. Alors, chaque fois j'ai envie de lire le statut, je vois la mission, je vois la vocation de la société en question. Et ce que je pense, c'est qu'avant, nous avions des sociétés qui lisaient les statuts pour nous. Mais maintenant, je lis ces statuts, ces nouvelles lignes qui sont ajoutées dans ce document. Alors, je dis peut-être que nous avons besoin de poètes plutôt que des juristes, parce que il y a la vocation de votre société. Alors, ça, c'est le genre de questions auxquelles il faut répondre. Alors, peut-être que quelqu'un peut avoir ce ressenti. Peut ressentir quelque chose à partir du cœur et pas à partir du cerveau. Ou bien une combinaison des deux, du cœur et de la raison.
So this is the video for Oui, c'est une vidéo que nous partageons lorsque nous avons annoncé que nous allions être certifiés B Corp avec tous les employés et notre équipe. Merci. Elizabeth. Yes. So tell a Dites-nous pourquoi vous avez essayé d'aller à la quête de la certification B Corp. Elisabeth, ma présentation est assez simple et notre société Squeeze est la plus petite représentée ici. On n'a que 4 ans aujourd'hui. Mon époux et moi avons créé la société en 2014, donc on est dans la banlieue de Paris et nos bureaux sont à quelques centaines de mètres de notre maison, donc c'est là où on a commencé. Ni mon époux ni moi n'avions un parcours d'entrepreneur. Il a travaillé pour un gros producteur automobile et j'étais une sage-femme et j'ai suis aussi qualifiée en tant que professeur. Mais voilà, à partir de nos propres besoins, on était à la maison et on parlait de la nourriture, des déchets, et on s'est rendu compte que quelque chose devait changer. Bien sûr, la vidéo de Paolo est l'une des tonnes de vidéos qu'on a pu regarder en imaginant ce qu'on pouvait faire à notre niveau pour aider à réduire le réchauffement de la planète et pour préserver l'environnement. Donc, on a pensé que ce qu'on pouvait faire, c'était d'essayer de créer une solution pour aider tout le monde à devenir un consommateur faisant partie de l'économie circulaire, donc simplement. Et grâce à des objets de tous les jours, on voulait fabriquer simplement et localement. Et on voulait aussi participer à un nouveau type de commerce. Donc, une sorte de capitalisme qui profite à tout le monde et pour le bien de tout le monde. Donc, les entreprises qui contribuent sont des activités positives et on voulait créer quelque chose sans en détruire une autre. Le problème qu'on a vu véritablement, c'est la multiplication de contenants à usage unique qui crée ce défi auquel il faut faire face, les déchets. Donc, ça représente 50% du volume et 30% du poids. Il y a 590 kilos produits par les foyers en France. D'abord, une petite solution, c'était de produire une alternative à ces emballages à usage unique en leur donnant une double utilisation, ce qui réduirait les déchets et ça procurerait aussi, ça ajouterait un aspect pratique pour avoir ces petits emballages mous, par exemple, pour les compotes, pour les enfants, par exemple. On a trouvé un moyen d'en avoir un double usage qui évite les déchets. Quel est notre impact du coup? Il est local, social et environnemental. Donc, on produit en Suisse à partir de matériaux. Je viens du Texas, donc pour moi, la Suisse, pour moi, c'est juste la porte à côté. Mais on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait à chaque étape, d'avoir l'impact le plus minime possible. Donc,
On a embarqué une association pour les gens avec un handicap pour la production de ces gourdes, ces petits sacs réutilisables. Et c'est fabriqué à 40 km de notre siège. Et, donc, on a un total de plus de 60% du coût de la production de nos produits qui est dépensé dans un rayon de moins de 80 km de notre siège. Donc, on travaille avec cette association pour personnes handicapées. On leur donne 2% de notre chiffre d'affaires tous les ans à des charités, également, à des organismes caritatifs également. C'est une décision qu'on a faite grâce à notre parcours avec Bicorp. Le BIA n'est pas vu comme étant un outil de reportage, mais c'est plus un outil d'amélioration continue qui vous encourage, qui encourage les utilisateurs à faire de meilleurs choix. Parce que toutes les questions qui sont posées, vous y apportez des réponses, puis vous passez à la suivante et c'est encore mieux. Et puis vous voyez différents points tout à coup émerger, des points d'amélioration. Donc 2%. 2%, c'est le taux de réponse qu'on a eu. L'évolution est aussi intéressante parce qu'on a une double certification. On est le premier groupe de sociétés certifiées en France. On a célébré il y a 3 ans notre association et on a été certifié une fois cette année et notre résultat a été approuvé. Et ça n'a pas toujours été facile. Et j'ai vu que dans la première version du BIA, vous pouvez exprimer l'aspect caritatif en termes de pourcentage ou de bénéfices. Et dans la deuxième version, on parle que du pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, ça n'est pas la même chose. Donc, on n'est pas toujours, on n'est pas sûr au début de l'année quel sera notre chiffre d'affaires à la fin de l'année et ce qui restera à partager. Mais c'est différent si vous dites, c'est pas ce que je donne à la fin, s'il me reste de l'argent, mais c'est ce que je m'engage à donner à la fin de l'année. Et je prends cet engagement au début de l'année. Donc, du point de vue environnemental, les ventes de notre produit dans ces 4 années d'activité peut être exprimées en termes de 38 millions de petites gourdes à usage unique qui ont été économisées, qui n'ont pas dû être traitées comme déchets, brûlés, etc. Donc, 38 millions, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et encore une fois, il y a aujourd'hui, on se dit toujours, on peut s'améliorer encore. Mon message, ce n'est pas de trouver des solutions extrêmes, mais de simplement faire mieux sans vouloir être parfait. Donc, ma solution n'est peut-être pas parfaite, mais c'est mieux et elle a un impact positif qui est mesuré, reconnu et nous avons le plus haut résultat des entreprises en France et donc on est dans les meilleurs du monde et ça fait 4 ans que ça dure. Donc voilà, ça c'est notre participation. So, thank you, Elizabeth, Merci beaucoup, Elisabeth, d'avoir montré un exemple très clair de l'impact que vous avez. Donc maintenant, nous arrivons chez Benoît. Alors, est-ce que vous parlez de l'impact spécifique que votre société a? Et ce n'est pas une question typique pour nous, mais c'est simplement quelques questions qu'on a posées il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez montrer 1 ou 2 exemples de votre impact? Alors, un exemple très clair. Et comme je vous le disais auparavant, nous sommes interdépendants et comment cette interdépendance peut être un facteur positif dans
dans un monde global, mondial. L'impact, c'est une source d'inspiration. Nous avons des clients qui sont devenus des entreprises à mission et nous avons été ravis de voir que la réaction était bien. Nous aimons la stratégie, m'ont-ils dit, et ces sociétés ont entrepris le voyage. C'est pareil pour les acteurs, pour les parties prenantes. Dans l'évaluation, nous avons impliqué nos fournisseurs également. C'était une manière d'évaluer leur impact et pour montrer comment ensemble nous pouvons faire mieux. Et pour être très pratique, nous parlons de distances courtes. Pour les achats, on parle de bonnes pratiques entre les fournisseurs et nous-mêmes, le recyclage des paquets, lorsque cela s'avère possible, bien entendu, ou bien les paquets des fournisseurs et ces paquets peuvent voyager entre nous et les fournisseurs pour essayer d'épargner un petit peu de temps et d'épargner ces coûts de transport. Voilà, ce sont quelques exemples. Ce sont des choses très simples, des petites choses simples, mais finalement, c'est clairement vu comme quelque chose de positif dans l'évaluation et cela nous donne la possibilité d'être source d'inspiration. Alors, si je vous écoute, vous avez choisi la base de vos fournisseurs et vous choisissez les fournisseurs sur la base de leur impact. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Au-delà de la certification, oui, vous avez raison, nous avons besoin d'outils et nous faisons cette évaluation, mais nous ne regardons pas simplement le coût, le prix, le retard, les délais, mais nous incluons également l'impact social. Nous voulons travailler ensemble et le message est clair. Hein. S'il s'agit d'un engagement, alors les choses vont se faire. Et c'est bien pour nous, pour la société, mais c'est également bon pour eux parce qu'ils vont être évalués et ils vont faire la même chose avec leurs actionnaires. Voilà, alors vous impliquez toutes les parties prenantes dans l'exemple que vous donnez avec vos fournisseurs. C'est exponentiel. Nous pensons que l'exponentiel arrive dans nos activités lorsque vous mettez en place quelque chose qui peut être copié, reproduit autour de nous. Vous avez pas mal d'exemples à partager avec nous. Et qu'est-ce que vous pourriez peut-être nous dire? Quel est l'exemple de l'impact que vous avez eu? Quelque chose de concret. C'est pas facile de choisir, mais je voudrais vous dire également que la partie la plus importante de notre écosystème sont les 150 000 fermes avec lesquelles nous travaillons sur une base quotidienne et sur eux, 70% sont des familles avec moins de 10 vaches. Donc, ce sont des petites fermes et nous avons également des grosses fermes, hein, bien entendu. Mais nous voyons que ces agriculteurs dépendent de nous, mais nous dépendons d'eux également. Alors, nous travaillons en étroite collaboration avec eux. Nous avons construit des contrats à long terme, et cela depuis des années. Nous avons également créé constamment de nouvelles solutions. Et
aux États-Unis et en Europe, la volatilité du marché est très, très haute. Donc, nous avons construit des contrats pour fixer les prix, pas basés sur le prix du marché, comme c'est souvent le cas, mais sur le coût de la production pour être sûr que le prix payé aux agriculteurs est au-dessus du coût de production pour eux. Et outre cela, on leur offre des revenus décents. Autre chose, quelque chose de très, très important, avec nos agriculteurs, nous voulons les aider à se positionner dans des pratiques pérennes. Plus de 50% de l'empreinte écologique vient de l'agriculture et du lait. Donc, il est très important de travailler avec les agriculteurs pour booster des pratiques agricoles pérennes, ce qui signifie investir pas mal d'argent pour les aider à faire une transition vers le bio. Et aux États-Unis, on pourrait créer une transition par rapport aux OGM. On veut les faire sortir des OGM, et pas simplement dans les champs, mais également pour les vaches. Et donc, ceci apporte un grand changement et nous le faisons avec tous ces agriculteurs. Pour développer le marché, nous travaillons avec eux pour nous assurer qu'ils soient bien informés, pour être sûrs qu'ils aient le droit d'avoir un revenu décent pour créer une vie pérenne grâce à leur activité agricole. Alors, je voudrais également impliquer le public ici. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Alors, vous pouvez lever la main si vous avez une question et je vais vous faire passer le micro. Mais entre-temps, dès que vous êtes prêt à poser une question, je vais poser la question à Elisabeth. Elisabeth, un sujet pour l'avenir. Nous avons parlé des sociétés, des entreprises à mission, des B Corporations, mais la situation que nous connaissons aujourd'hui, c'est une situation controversée. Alors, comment est-ce que vous voyez l'avenir dans 5 ans? Où serons-nous? Pas seulement sur la Terre, mais dans les entreprises. Où serons-nous? Toutes les entreprises, pas votre entreprise particulièrement. Je pense que c'est une question très, très complexe et je suis ravie de voir qu'il y a pas mal de personnes qui pensent à cette solution. J'ai été inspirée cet été parce que nous avons une réunion chaque année. Cette année-ci, c'était à Amsterdam et nous avons parlé du rôle clé. Nous avons eu également quelqu'un qui nous est venu d'Oxford et qui a publié un livre très, très intéressant. Mais cette personne ne dit pas qu'elle a la solution, mais tout le monde sait que nous devons essayer d'imaginer comment découpler l'utilisation des ressources et la croissance. Et ça, c'est une grosse question parce que personne ne connaît la réponse. Personne ne sait comment le faire. Personne ne veut voir les gouvernements limité dans les services qu'ils nous fournissent, mais je sais que là, ce sont les taxes qui sont importantes. Alors, ce besoin de croissance, et ceci nous a amené la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Moi, je suis très positive, je suis très optimiste. Et je crois que qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Et les mouvements comme B Corp, les pays qui se dirigent vers la reconnaissance juridique, voilà, tout cela, ce sont des étapes dans la bonne direction parce que nous devons nous rendre compte que la situation depuis 100 ans, les pratiques financières ne sont plus adaptées au monde dans lequel nous vivons.
Nous mesurons, et nous le savons, nous avons des objectifs à court terme basés sur la croissance et B Corp est une possibilité de dire, bon, les indicateurs ne peuvent pas continuer, les indicateurs ne peuvent pas continuer à être financiers. Il faut faire quelque chose d'autre. Yes, a question from the audience. Hi. Bonjour, Anne-Henri pour la Gazette du Nord-Pas-de-Calais. Blandine, Stéphanie, on sait que beaucoup d'entreprises sont investies dans une démarche RSE depuis plus de 10 ans. Quel intérêt pour elles aujourd'hui d'aller vers la certification B Corp? Qu'est-ce que ça apporte en plus? Alors c'est une très bonne question. C'est une question qu'on me pose souvent. Je dirais que c'est un petit peu ce que j'ai essayé de dire plus tôt. Il y a d'abord le fait d'appartenir à un mouvement, c'est-à-dire de se sentir faire partie d'une communauté d'entreprises qui veulent avoir un impact positif. La deuxième raison, vraiment, c'est d'être en transformation. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont en effet un département RSE et qui font plein de choses, de pratiques extrêmement positives. Mais pour l'avoir, pour le vivre chaque jour, l'important, je pense, c'est d'être dans cette démarche de constante remise en question et aussi d'avoir des guidelines sur les sujets à faire bouger en priorité. Et je pense que le framework B Corp offre vraiment cette vision complète, holistique de la sustainability qui permet de constamment se remettre en question sur ben oui, j'ai l'impression de faire très bien sur mes relations avec les fournisseurs, mais qu'est-ce que je fais sur les bénéfices de mes employés, qu'est-ce que je fais sur le recyclage de mes bouteilles. Voilà, je pense que c'est vraiment une façon de se challenger, d'apporter énormément de rigueur et d'exigence et de se mettre dans cette logique de progression. Quand on est certifié, la journey starts. And a question? Bonjour, Julien Fortin, je travaille au Crédit Coopératif. C'est une des banques qui est reconnue pour son impact et son engagement éthique en France. Et j'ai une question pour Blandine, Stéphanie. On est toujours en réflexion sur finalement cette notion d'impact, son évaluation. Et on vient de voir en France arriver une loi Pacte. Donc la question est, est-ce que avec votre label B Corp, comme vous avez pu le faire en Amérique du Nord, vous vous dites pourquoi pas finalement intégrer notre mission dans nos statuts? Alors oui, évidemment, c'est une question qui nous est posée à la fois par la loi Pacte, mais aussi par B-Lab, puisque tout bénéfice, Certified B Corp, doit, à horizon 2 ans en général, modifier ses statuts pour incorporer sa mission. Comme je disais, Danone a dans sa mission depuis très longtemps cet engagement pour le double projet. Néanmoins, pour une société cotée comme la nôtre, le fait de changer ses statuts, c'est une démarche qui est complexe. Donc c'est un sujet sur lequel on n'a pas encore complètement arrêté une date, mais c'est un sujet sur lequel on travaille. Yeah, this is a very interesting point because C'est un point très très intéressant parce que les autres sociétés européennes travaillent dans cette direction. Peut-être qu'elles sont cotées en bourse, peut-être qu'il y a des règles auxquelles il faut faire face de manière à pouvoir modifier les statuts. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a quelque chose d'important pour moi, c'est B Corporation. Si vous regardez le site web, par exemple, on parle de leur mission, de leurs valeurs.
est d'une mission fantastique. Vous pouvez le voir sur le site web. Et si vous regardez le statut de la société, il n'y a rien qui se trouve dans le statut. Alors, si vous y pensez, il s'agit d'un écart énorme entre ce qui se trouve dans le statut, dans l'opération. Donc, ça c'est ce que les actionnaires vont regarder, les statuts, et ce qu'ils communiquent. Je ne dis pas que ce qu'ils communiquent aux autres n'est pas vrai, mais je vois qu'il y a un écart et cet écart doit être réduit. Et c'est la raison pour laquelle la législation en France, vous en avez parlé, et je crois que la législation va réduire un petit peu ce fossé, cet écart. La seule chose que je vais vous dire, c'est que si nous n'avons pas la mission dans les statuts aujourd'hui, ça ne nous empêche pas de communiquer avec nos actionnaires, d'en parler. Et en fait, les actionnaires ont vu notre ambition de devenir en B Corp et ils se sont mis d'accord et ils ont soutenu Donc, la conversation avec les actionnaires ne va pas s'arrêter le jour où nous allons modifier le statut. Donc, cette conversation a déjà commencé il y a des années. Je peux confirmer que la réunion de Paris est très, très importante. Et à ce moment-là, ça a été très, très clair. Les actionnaires avaient été engagés. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de très important, un jalon. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi le public? So I have a question for... J'ai une question. Non? Yes. Please. Oui, bonjour. Je m'appelle Annick, je suis étudiante en sciences politiques et je m'intéresse énormément à tout ce qui est mouvement RSE. Donc, on a commencé cette conférence avec la mise en urgence en fait de la situation et on vous avait pris l'exemple de la contamination du lait maternel. Moi, j'ai une question. Pour vous, Madame Stéphanie, vous remplacez Emmanuelle Wargon qui vient d'être nommée secrétaire d'État pour la transition énergétique. En tant que lobbyiste Danone, elle a en fait défendu l'utilisation de l'huile de palme pour le lait infantile et j'aurais voulu savoir ce que vous en pensez en fait. Merci. Alors, merci pour la question. En effet, donc jusqu'à il y a 2 jours, Emmanuelle Wargon était sponsor de notre ambition de devenir B Corp. C'est quelqu'un dont j'ai beaucoup appris, que je respecte beaucoup et je lui souhaite beaucoup de succès dans cette aventure gouvernementale et les énormes challenges qui l'attendent. Je voudrais dire 2 choses. D'abord, les médias sont très rapides pour critiquer et tirer des conclusions. Emmanuelle Wargon, c'est quelqu'un qui a fait quasiment l'intégralité de sa carrière dans le public. Elle a passé 3 ans chez Danone en charge de la sustainability et des affaires publiques. Voilà. En ce qui concerne votre question sur le lait infantile, je ne vais pas prendre de position sur ce qui a été dit. L'huile de palme, c'est un sujet qui est complexe, qui évidemment fait partie des sujets sur lesquels on se penche et on veut continuer à progresser. Aujourd'hui, Danone est un très petit acheteur de l'huile de palme. On contribue à moins de 0,05% de l'intégralité de l'huile de palme. On s'est engagé il y a 3 ans à avoir une transparence complète sur l'origine et être complètement l'origine et full transparence de notre supply chain sur ce sujet-là. Et on s'est aussi engagé à éradiquer complètement la déforestation d'ici 2020. C'est une priorité pour nous. On continuera à travailler sur ce point. N'étant pas une experte de la formulation du lait infantile, je ne vais pas répondre à votre question sur est-ce que c'est indispensable. Il y a sûrement des raisons pour lesquelles aujourd'hui l'huile de palme est présente dans certaines formules, mais on continuera à travailler pour faire en sorte de s'améliorer sur ce sujet. Voilà. Thank you.
je reviens sur la démarche Bicorp. Quels sont les plus gros freins à lever pour mettre en place ce genre de démarche et combien ça coûte ? Oui. Le plus gros frein, qu'on soit petit ou qu'on soit gros, le plus gros frein, c'est juste d'avoir quelqu'un qui veut le faire chez vous. C'est vraiment tout. Le questionnaire, comme c'était déjà dit, est déjà en ligne et il est gratuit en tant qu'outil. Donc n'importe qui peut le regarder à n'importe quel moment. On n'a pas besoin de 6 mois pour se décider, pour faire un appel à différents prestataires, pour savoir quoi. Vous regardez, ça vous correspond pas. Voilà. Et après, en termes de coûts, les coûts sont transparents aussi, sont sur le site internet, et c'est en fonction du chiffre d'affaires. Donc pour moi, c'est un des points très positifs de cette démarche, c'est que le plus petit tranche, c'est 500 €. Donc moi, je deviens allergique à entendre parfois ah non, mais Bicorp, c'est un truc pour les gros. Pas du tout. C'est un truc pour tout le monde. On a besoin seulement d'avoir 1 an d'activité, puisqu'il faut évidemment un bilan pour pouvoir répondre à certaines questions, et 1 employé. Et dans notre communauté, en France comme ailleurs, on a à la fois des très grands et des tout petits. Et c'est ça qui est une richesse aussi pour la communauté. Et dans les grands... Alors, ce qu'Elisabeth a dit résonne tout à fait, c'est-à-dire que il faut que ça en avoir envie, et il faut des ambassadeurs du projet, mais il faut aussi que ça fasse du sens par rapport à la mission de l'entreprise. C'est-à-dire que je dirais que chez nous, ce qui a été la raison pour laquelle ça s'est fait assez naturellement, c'est parce qu'il y avait une vraie évolution logique du double projet vers l'ambition de devenir une Bicorp. Après, pour être très honnête avec vous, on est toujours pour embarquer 100 000 personnes, il y a un petit peu de boulot, et il y aura de toute façon des résistants, c'est inévitable, des gens qui pensent que leur priorité c'est de délivrer les chiffres, et c'est légitime d'une certaine façon parce qu'il y a énormément de pression dans une grosse entreprise sur les résultats. Cette pression, elle n'est pas fixée par nous, elle est fixée par les marchés. Et puis il y a des gens qui pensent que c'est important, mais c'est quelque chose, c'est du César, quoi, c'est on the side. Je dirais que après 2 ans et demi d'expérience, je pense qu'il faut se focaliser sur ceux qui ont envie et ceux qui sont les moteurs du changement, parce que c'est eux finalement qui vous aideront à créer le mouvement et à neutraliser les résistants. Et je suis abasourdie de voir à quel point certains membres de l'organisation qui il y a 2 ans disaient oh là là, non, pas tout de suite, m'appellent et me disent bon, alors quand est-ce qu'on peut le faire pour ma filiale. Donc voilà, il faut miser sur ceux qui sont les acteurs de changement, et je suis sûre qu'il y en a dans toutes les organisations. Maybe that is the last question. Dernière question. Je travaille pour le cabinet Profil. J'avais une question qui portait plutôt sur la définition des critères en fait d'évaluation de votre mission et de mesure de votre impact, parce que la certification Bicorp reste une certification qui s'applique en général sur des questions définies, effectivement disponibles pour toutes les entreprises. Or, chaque entreprise a une mission qui lui est propre, et donc ma question était de comprendre un peu mieux comment vous définissez, comment vous positionnez vos critères par rapport à cette certification, et quels sont vos dispositifs en interne. Moi, je vous remercie beaucoup pour cette question, qui est une question qui est posée, je crois, de façon générale en ce moment par rapport à la loi Pacte et la société à mission qui va voir le jour. Chaque société a une mission qui lui est propre. Cela dit,
en dehors de ça, on est tous d'accord qu'il y a des façons de travailler qui sont communes à tous. Il y a des best practices. Et il peut être un petit peu dangereux quand même d'imaginer que seulement à base d'une phrase ou de 2 phrases, on va pouvoir juger la bonté ou non d'une organisation. Ça, personnellement, je ne suis pas d'accord et je crois que la plupart des personnes qui travaillent sur cette question pensent aussi qu'il est important d'avoir un plus grand nombre d'indicateurs pour être sûr d'avoir bien jugé en fait le comportement d'une société. B Corp, cela dit, pour répondre à la question de comment est-ce que la mission est vue et évaluée dans le BIA, c'est de plusieurs façons. Déjà dans B Corp, on a ce qu'on appelle les Impact Business Models. Donc à l'intérieur en fait de cette évaluation, on va aussi regarder les personnes, les entreprises qui ont une mission vraiment très spécifique dédiée à résoudre un problème de société ou de l'environnement, un peu comme ce qu'on pourrait appeler en fait un ESS en France. Donc, et on a en France justement plusieurs ESS qui ont aussi fait l'évaluation B Corp pour cette raison, puisque ça va plus loin. Donc déjà des sociétés qui ont des missions super spécifiques ont une partie qui leur est dédiée et un grand nombre de points qui leur est attribué aussi. Donc ils sortent en fait très très bien dans le questionnaire. Deuxièmement, le mission statement en lui-même est évalué dans le BIA. Tout le monde écrit le mission statement et on va aussi regarder si cette mission statement comporte un certain nombre d'attributs qui tout le monde a jugé importants et essentiels. Et après, le questionnaire en lui-même est très complexe et très bien fait par un panel en fait d'experts de plusieurs horizons, basé sur beaucoup de référentiels comme l'ISO 26000, comme IRIS, comme le GRI. C'est vraiment un outil super puissant qui arrive aussi à faire des distinctions entre industrie et taille d'entreprise. Donc c'est nullement un one size fits all solution, mais ça arrive en fait à distinguer aussi ces petites différences, mais de façon à pouvoir quand même mettre tout le monde sur une base commune, puisque autrement, si on se soumet pas en fait à quelque chose qui a une base commune, c'est très très difficile à juger. Et c'est ça qui moi personnellement me déçoit un tout petit peu de l'approche du gouvernement aujourd'hui, puisque évidemment, si tout le monde choisit ses critères d'évaluation, moi, je ne vois pas vraiment où est le progrès. Ça va être très très difficile de juger de la sincérité du comportement. So we are very close to the end of this. On arrive à la fin de cette conversation. Merci. Et juste une petite question, Estelle. Votre opinion sur ce à quoi le futur ressemblera pour les consommateurs au vu de tout ce qu'on a couvert? Dans 5 ans, comment vous voyez le monde des entreprises? Si tous ces mouvements positifs recentrent sur l'humain, sur le fait que l'entrepreneuriat est au centre et que les sociétés qui sont souvent stigmatisées sur ce qui doit être fait et imprimé et amélioré, dans 5 ou 10 ans, je pense que l'impact positif de ces sociétés sera augmenté et mis en avant. La notion d'entrepreneuriat et cette image du bon patron pour mettre en avant le fait que la société, que l'entreprise est une entreprise positive du point de vue humain, tout ça contribuera à ce mouvement général positif dans l'avenir. En tant qu'individu, je suis quelqu'un de très optimiste et je pense que dans 10 ans, on regardera en arrière, on dira est-ce que
c'était possible de faire des affaires sans avoir la certification B Corp, sans faire partie de ce mouvement. Je vois des mouvements très positifs et je pense que ce qui est aussi très important, c'est que beaucoup d'entre nous, en tant qu'employés, en tant que consommateurs, ont un pouvoir qui va grandissant et en tout cas plus important que... Et nous avons la possibilité de faire ce changement grâce aux choix que nous faisons, aux produits que nous achetons. Nous avons une influence beaucoup plus grande maintenant. Et je lis un livre que je vous encourage vivement à lire, écrit par... Ça s'appelle Respect et c'est un entretien de 10 présidents de sociétés qui essayent de bouger le curseur. Et elle pose la question, si c'est pas nous maintenant, ce sera qui et quand? Et donc ça résonne très fort chez moi et probablement chez vous également. Donc il faut que nous fassions ce changement. Merci. Elisabeth, pour terminer cette discussion. Parfois, quand on discute de ce sujet avec d'autres personnes, ils en arrivent à une conclusion. Combien de temps ça prend pour les lois pour l'humanité de comprendre que la seule façon de faire des affaires, c'est non seulement d'avoir un bénéfice, mais d'avoir un impact positif sur la société et l'environnement, et que c'est une condition sine qua non pour opérer. Comment vous voyez B Corps dans le monde dans les 10 prochaines années? Ça, c'est une question qui est difficile. Oui, je vois différentes versions de cette même idée. B Corps sont fantastiques parce que nous sommes mondiaux, nous partageons un but commun, nous avons une méthode d'évaluation commune. Donc, beaucoup de choses changent. Il faut simplement regarder le marché français aujourd'hui et tout ce désir qu'il y a pour investir sur l'impact créé, comment le mesurer. Donc, ça va dans le bon sens. La question sera, est-ce qu'on va pouvoir répondre à cette question? Comment dit-on maintenant? D'avoir du succès, mais sans avoir cette croissance qui peut être destructrice quelque part. Donc, c'est le défi principal. On marche dans le bon sens, ça va dans le bon sens. Il faut juste qu'on continue de cette façon. Merci Benoît, merci Blandine, merci Elisabeth, merci tout le monde.